Cette semaine, dans Carnet de santé, nous mettons en lumière le lupus, une maladie auto-immune chronique dans laquelle le système immunitaire du corps attaque les tissus sains. Pourquoi les symptômes du lupus sont particulièrement graves chez les personnes d'origine africaine et que faire durant une crise? Nous aurons les explications d'un expert. Nous aurons également des conseils pour réduire l'inflammation chronique qui peut mener à diverses maladies. En outre, une salle de sport exclusivement féminine à Yaoundé aide les femmes à gagner en confiance et à se sentir plus en sécurité. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le lupus érythémateux systémique, le LES, ou lupus érythémateux disséminé, le LED, est une maladie auto-immune chronique qui pousse le corps à attaquer ses propres tissus et organes. La maladie peut toucher toutes les régions du corps humain. On estime que 5 millions de personnes à travers le monde ont une forme de lupus. Les experts médicaux indiquent que les patients d'origine africaine présentent les formes les plus agressives de la maladie. Néanmoins, le lupus reste largement incompris et sous-diagnostiqué dans de nombreux pays africains. Vicky Strack a ce reportage depuis le Cap en Afrique du Sud. Le récit est signé Nanit Talani. Mariam Steras, 57 ans, a été diagnostiquée avec un lupus cérébral il y a 18 ans. Cette maladie auto-immune chronique survient lorsque le système immunitaire, au lieu de protéger l'organisme, attaque ses propres tissus sains. Cette maladie affecte les articulations, la peau, les vaisseaux sanguins et les organes et, dans certains cas, elle peut mettre la vie en danger. Mes symptômes étaient des trous de mémoire, des problèmes de concentration, un comportement psychotique, une perte de poids. Et je n'ai jamais présenté les symptômes habituels du lupus, comme l'éruption papillon sur le visage ou les apes. Malheureusement, cette mère de 2 enfants a dû quitter son emploi à cause de la maladie. Cependant, elle a utilisé ses talents d'organisatrice pour mettre en place un groupe de soutien pour les personnes atteintes de lupus. Selon Madame Steras, le lien avec le groupe fait une énorme différence. À un moment donné, on peut avoir l'impression d'être au sommet du monde. Vous avez l'impression de pouvoir escalader une montagne. Et la minute d'après, vous êtes tellement fatigué que vous ne pouvez littéralement plus rien faire. Le professeur Riette Dutoit dirige le service de rhumatologie de l'hôpital Tygerberg au Cap. Elle explique que la cause exacte du lupus est encore inconnue. Ce n'est pas quelque chose que l'on a pu identifier avec un seul gène et dire que c'est cela et que c'est pour cela que c'est héréditaire. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui jouent un rôle. Le professeur Dutoit ajoute que si les statistiques pour l'Afrique sont rares, il existe des preuves médicales montrant que les jeunes femmes noires et métisses sont les plus susceptibles de contracter la forme agressive de la maladie. Ce que nous savons, c'est que sur le continent africain, la maladie est probablement au moins 10 fois plus fréquente qu'en Europe. Et nous parlons d'une prévalence groupée, c'est-à-dire en regroupant toutes ces différentes études de prévalence de 1,7 à 2% de la population, alors qu'en Europe, elle est inférieure à 1%. Le professeur Dutoit explique que le traitement dans d'autres régions d'Afrique peut être difficile parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'accès aux soins de santé, mais aussi de la disponibilité de l'expertise dans les hôpitaux. Si l'on considère la chloroquine, la plupart des pays y ont accès. Les corticostéroïdes, oui, ce sont les traitements plus spécialisés, axés sur l'immunité, qui ne sont peut-être pas disponibles. Mais je pense que la chose la plus importante est si vous ne diagnostiquez pas la maladie et ne reconnaissez pas les complications. Le professeur Dutoit estime qu'il reste encore beaucoup à faire pour sensibiliser la population. Mais les efforts déployés par la Ligue africaine, des associations de rhumatologie et d'autres pour éduquer les professionnels de la santé constituent un pas dans la bonne direction. Que savez-vous du lupus et que pensez-vous qui pourrait être fait pour soutenir les patients? Le lupus, tel que je le comprends, est lié au système immunitaire de chaque individu, mais il n'est pas facile de dire qu'il est contagieux. Donc, d'après mon point de vue, je n'ai pas lu cela quelque part,
mais je pense qu'il s'agit d'une maladie non transmissible. Le problème vient des systèmes immunitaires humains qui ont connu certaines carences en minéraux ou en vitamines. Le traitement est problématique, surtout lorsqu'il s'agit du système immunitaire et des cellules. C'est souvent difficile. Je n'ai pas encore beaucoup lu sur cette maladie, donc je ne sais pas s'il est possible d'aller à l'hôpital et de recevoir un traitement rapide. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut beaucoup de temps pour en guérir. Le lupus est une maladie qui attaque le système immunitaire, les tissus ainsi que les organes. Beaucoup de gens peuvent confondre le lupus avec le cancer parce que ces symptômes peuvent être identiques. Par exemple, la perte de cheveux. Non, le lupus n'est pas contagieux car la maladie attaque le système immunitaire d'une personne. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une éducation appropriée pour informer la communauté sur la façon dont cette maladie affecte le corps et quelles méthodes devraient être utilisées pour aider quelqu'un qui en souffre. Il faut d'abord aller à l'hôpital pour voir un dermatologue afin qu'il puisse poser un diagnostic, car au niveau où nous en sommes, seul un spécialiste de la santé de la peau peut identifier le problème. C'est pourquoi il est important de consulter un médecin pour un diagnostic et des conseils supplémentaires. Et si le médecin estime que cela dépasse ses compétences, il vous orientera vers un autre professionnel de la santé. Le lupus, selon moi, est une maladie génétique héréditaire qui attaque le système immunitaire, mais elle apparaît aussi dans le corps avec de nombreux symptômes, y compris des dommages cutanés. Cela est souvent lié à des facteurs génétiques. Le docteur Issa Sharifa Moussa est médecin au Centre médical fédéral Kefi du Nigeria. Elle nous parle de l'impact du lupus sur les patients en Afrique et explique comment se fait la prise en charge dans les pays africains. Le lupus, également connu sous le nom de lupus érythémateux systématique, est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire de l'organisme attaque ses propres tissus. Cette maladie affecte principalement la peau, les articulations, les reins et le cerveau. En Afrique, le lupus n'est pas fréquent, mais en Afrique subsaharienne, la prévalence est d'environ 1,7%, selon une étude menée auprès de 28 000 personnes. Il peut toucher les hommes, mais en Afrique, il affecte principalement les femmes, surtout celles en âge de procréer. Chez les femmes, il peut également entraîner de fausses couches récurrentes, en particulier chez les jeunes femmes. Il existe un gène appelé apolipoprotéine 1, présent chez les Africains, qui est associé à la néphrite lupique et au stade avancé de la maladie rénale lupique, pouvant entraîner une mortalité précoce chez ces patients. Par ailleurs, des facteurs environnementaux comme les agents infectieux, comme le virus d'Epstein-Barr, et les polluants contribuent également au développement du lupus. Enfin, le faible statut socio-économique fréquent en Afrique limite l'accès aux soins de santé, ce qui empêche une gestion adéquate de la maladie et peut ainsi accélérer sa progression. Pour aider à prévenir les poussées, nous conseillons aux patients de limiter leur exposition au soleil en portant des vêtements couvrants, en utilisant des parapluies ou des écrans solaires. Nous leur recommandons également d'éviter tout type de stress, qu'il soit physique ou émotionnel, car cela peut déclencher une poussée de la maladie. Pour le traitement, nous prescrivons des médicaments comme les stéroïdes qui réduisent la fréquence des poussées, ainsi que des médicaments tels que l'azatioprine et l'hydroxychloroquine, utilisés également contre le paludisme. D'autres médicaments comme la cyclosporine et le mycophénolate, mofétil, peuvent également être utilisés. Cependant, en raison des coûts élevés, nous utilisons principalement des stéroïdes et l'hydroxychloroquine. L'un des principaux défis est d'obtenir un diagnostic précoce en raison de l'accessibilité limitée aux soins. De nombreux patients ne sont même pas diagnostiqués. Un autre problème est le manque de financement, car il s'agit d'une maladie relativement rare. Cela signifie qu'il y a peu de recherche et de volonté gouvernementale d'investir dans ce type de maladie. Par conséquent, les patients sont souvent laissés à eux-mêmes pour financer leur traitement, ce qui, dans un contexte de ressources limitées, représente un défi majeur. L'inflammation est une réponse immunitaire naturelle de notre corps pour faire face à une agression. Mais lorsque celle-ci est persistante, elle peut en effet entraîner de nombreuses pathologies plus ou moins préoccupantes comme l'asthme, le diabète ou encore des maladies cardiovasculaires. Pour réduire l'inflammation et augmenter votre énergie, les spécialistes de la santé préconisent notamment d'améliorer votre hygiène de vie.
une activité physique régulière, une alimentation saine comprenant des aliments riches en antioxydants et en acides gras oméga 3 comme les légumes verts, les poissons tels que le saumon, les noix. Éviter les aliments transformés, les sucres raffinés et les graisses saturées en excès. Une bonne hydratation ou encore un sommeil de qualité sont également essentiels pour le bon fonctionnement du système immunitaire et contribuent à diminuer l'inflammation. Enfin, limiter la consommation d'alcool et éviter de fumer car ces deux facteurs augmentent les marqueurs inflammatoires. Une salle de sport exclusivement féminine au Cameroun offre un espace sûr pour que les femmes puissent apprendre des techniques de défense et se renforcer face à toute forme de violence. Anne Zouanke s'est rendue dans cette salle à Yaoundé et nous présente ce reportage. Dans cette salle de sport de Yaoundé, des femmes s'entraînent pour apprendre à se défendre. Elles sont inscrites à un art martial axé sur les tactiques d'autodéfense dans des situations réelles. Le Krav Maga Women Protect, créé en mai. Ce club de la capitale camerounaise dédié aux arts martiaux compte une trentaine de membres et la plupart des femmes qui le fréquentent ont été victimes de violences. Sarah Peeble est l'une d'entre elles et a elle-même survécu à une attaque. En fait, j'ai été agressée quand je rentrais du travail. C'était une agression particulière parce qu'elle m'a traumatisée. On a tout pris, argent, téléphone, bijoux. Et ce jour, comme il pleuvait, j'ai dû rentrer à la maison sous la pluie. Après ça, on m'avait parlé de la self-défense, comment apprendre à se défendre ou alors anticiper une éventuelle agression. Certains membres disent qu'avant l'ouverture du club, ils ne savaient pas comment se protéger d'éventuelles agressions. Tandis que d'autres disent qu'ils ne se sentent pas à l'aise de faire de l'exercice dans un environnement mixte où les hommes s'entraînent. Le club KMWP a été créé par Alain Flavien Yamb. Il explique pourquoi il a lancé des cours réservés aux femmes. Donc pour des femmes, par exemple, qui sont souvent fait violenter, c'est souvent parfois traumatisant de revivre certains aspects de leur agression en salle, et surtout si elles sont en cours avec les hommes. Donc nous avons donc créé cette option femmes où elles peuvent tout se dire entre elles parce qu'elles se sentent en sécurité entre elles. Mais l'objectif n'est pas de rester juste entre femmes, mais c'est de rejoindre également les cours mixtes. Olga Etundi, instructrice d'autodéfense à la salle de sport, présente des techniques spécifiques pour chaque type d'attaque ainsi que les critères inhérents au choix des techniques. Nous appartenons à une association qui pratique la self-défense spécifiquement dédiée aux femmes, qui a mis sur point 17 techniques. Nous avons par exemple la défense contre l'étranglement, que ce soit l'étranglement à deux mains ou alors l'étranglement à une main. Donc on apprend aux adhérentes à se défendre contre ces types d'agressions ou alors des gifles. Selon les experts, la création d'un club exclusivement féminin est une bonne initiative qui renforce la confiance des femmes, en particulier celles qui ont été traumatisées par la violence. Serge Dejala Epo, instructeur de l'armée, est l'un de ces experts en autodéfense. Il souligne que les femmes peuvent également s'entraîner aux côtés des hommes afin de développer les bons réflexes pour tout type de situation. Je pense qu'ils devraient, dans leur programme, de temps en temps, faire intervenir des hommes. Oui, je pense qu'ils devraient, et ils gagneraient beaucoup plus à le faire. Pourquoi? Parce que, évidemment, les femmes, il ne faudrait pas qu'elles s'habituent totalement aux femmes, mais en se mettant en contact avec les hommes, elles pourront palper la réalité dans la rue. Elles ne feront jamais le choix entre une femme et un homme. La violence contre les femmes est la violation des droits de l'homme la plus répandue dans le monde selon l'ONU. Ces femmes camerounaises espèrent changer cela en apprenant à se défendre contre la violence, une tactique d'art martial à la fois. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être, restez connectés sur voaafrique.com. Vous pouvez me suivre sur X @LenorMoudou. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous souhaite de rester en bonne santé. À bientôt.